Salut, c'est Paola. Chaque jour, je vous lis un grand texte de philosophie en espérant que ça vous plaise. Enfin, sauf les jeudis, bien sûr. Semaine 2, ça promet. Aujourd'hui, mercredi, rien de trop. Paul Ricoeur, Parcours de la reconnaissance, 2004. La philo dans le texte, une production, Je discute. Paul Ricoeur est un philosophe français du XXe siècle. Toute sa vie, il a enseigné et fait de la recherche à l'université. C'est un professionnel de la philosophie. Paul Ricoeur a beaucoup réfléchi aux questions d'identité, d'éthique, d'histoire, de récit, d'interprétation. Il a beaucoup écrit, mais ses ouvrages sont difficiles à comprendre. Ils sont en effet d'abord destinés à des spécialistes de la philosophie. Les termes techniques, les références à d'autres théories ou auteurs, les nombreux détours de la réflexion rendent la lecture laborieuse. Le texte que nous allons essayer de lire est extrait d'un recueil de conférences intitulé « Parcours de la reconnaissance » et publié en 2004. C'est l'un des derniers ouvrages de Paul Ricoeur. Il est composé de 3 études dans lesquelles Paul Ricoeur analyse le concept de reconnaissance. La première étude, intitulée « La reconnaissance comme identification », s'intéresse à la reconnaissance objective, c'est-à-dire au processus par lequel on identifie un objet, on se le représente comme doté de caractéristiques propres et durables. La deuxième étude, intitulée « Se reconnaître soi-même », traite quant à elle de la reconnaissance subjective, lorsqu'on s'identifie soi-même à une identité spécifique qui tout à la fois nous distingue d'autrui et assure la continuité et la cohérence de notre personnalité à travers le temps. La troisième étude, intitulée « La reconnaissance mutuelle », s'intéresse au rôle d'autrui dans la reconnaissance de soi. Avec ses études sur la reconnaissance, Paul Ricoeur revient ainsi sur un sujet qui l'occupe depuis longtemps et qu'il a particulièrement développé dans son célèbre ouvrage « Soi-même comme un autre », paru 15 ans plus tôt, en 1990. C'est la question de l'identité personnelle. Qui suis-je et comment le déterminer ? Notre identité personnelle, c'est ce qui perdure de nous à travers le temps, ce qui fait que nous restons nous-mêmes malgré les changements qui nous affectent. Mais qu'est-ce que cet élément qui perdure dans le temps ? Pour Ricoeur, on peut considérer la permanence de soi de 2 manières. D'un côté, on peut considérer cette permanence comme un ensemble de caractéristiques objectives qui durent, dont le sujet ne décide pas et qui s'imposent à lui tout au long de son existence. Comme son code génétique, ses empreintes digitales, le timbre de sa voix, sa physionomie, certains traits physiques, voire certains traits de caractère. L'identité personnelle est ici considérée comme un ensemble de signes distinctifs qui permettent de reconnaître un individu par-delà le temps qui passe et le transforme. Dans cette conception figée et comme sédimentée de l'identité, le soi, ipse en latin, est réduit au même, l'idem. Je suis moi-même dans la mesure où je corresponds à ce qui, en moi, est toujours le même. Mon identité, mon moi, ou ipséité, se réduit à une forme de mêmeté, comme le dit Paul Ricoeur. À cette identité, réduite à la mêmeté, Paul Ricoeur oppose un autre mode de permanence à soi, celui du maintien de soi, volontaire, conscient, dont la parole tenue constitue le modèle. Comme le dit Ricoeur dans Soi-même comme un autre, la promesse est un défi au temps, un déni du changement. Quand même mon désir changerait, quand même je changerais d'opinion, d'inclination, je maintiendrai. Dans la promesse, le sujet prétend faire fi du même, qui s'impose à lui pour poser son identité propre par sa seule parole,
Dans la promesse, je me crée dans et par le langage. Entre les deux, Paul Ricoeur tentera de définir ce qu'il appelle l'identité narrative, c'est-à-dire l'identité subjective que le sujet se raconte à lui-même et par laquelle il s'efforce de donner une forme de cohésion et d'unité à sa vie. Cette identité narrative oscille entre ces deux limites, l'une où l'individu s'identifie purement et simplement avec son moi biologique et caractériel, et l'autre où il cherche à s'émanciper complètement de celui-ci à travers le maintien purement volontaire de soi. Dans la deuxième étude de son livre Parcours de la reconnaissance, Paul Ricoeur revient sur ce maintien volontaire de soi contenu dans la promesse, pour en souligner les aspects positifs comme négatifs. Dans une promesse, ce à quoi le locuteur s'engage, c'est à faire ou à donner, non à éprouver, émotion, passion ou sentiment. Comme Nietzsche le note dans un de ses textes sur la promesse, on peut promettre des actes, mais non des sentiments, car ceux-ci sont involontaires. En ce sens, on ne peut pas promettre d'aimer. À la question « Que peut-on promettre ?», l'analyse de l'acte illocutoire apporte une réponse limitée. Faire ou donner. Mais d'où l'énonciateur d'une promesse ponctuelle tire-t-il la force de s'engager ? D'une promesse plus fondamentale, celle de tenir parole en toutes circonstances. On peut parler ici de la promesse d'avant la promesse. C'est elle qui donne à chaque promesse son caractère d'engagement. Engagement envers et engagement à. Et c'est à cet engagement que s'attache le caractère d'ipséité de la promesse. Cette ipséité, à la différence de la mêmeté, typique de l'identité biologique et caractérielle d'un individu, consiste en une volonté de constance, de maintien de soi, qui met son sceau sur une histoire de vie affrontée à l'altération des circonstances et aux vicissitudes du cœur. C'est une identité maintenue malgré, en dépit de tout ce qui inclinerait à trahir sa parole. Ce maintien échappe aux traits déplaisants de l'obstination lorsqu'il revêt la forme d'une disposition habituelle, modeste et silencieuse au respect de la parole donnée. C'est ce qu'en amitié on appelle fidélité. La grandeur de la promesse a sa marque dans sa fiabilité. Plus précisément, c'est de la fiabilité habituelle attachée à la promesse d'avant la promesse que chaque promesse ponctuelle tire sa crédibilité au regard du bénéficiaire et du témoin de la promesse. Hannah Arendt a poussé l'éloge de la promesse jusqu'à lui faire porter une partie du poids de la crédibilité générale des institutions humaines, eu égard aux faiblesses dont souffrent les affaires humaines dans leur rapport à la temporalité. La promesse, couplée avec le pardon, permet à l'action humaine de continuer. Le moment est venu d'évoquer la face d'ombre de la promesse. Pouvoir promettre, c'est aussi pouvoir rompre sa parole. Ce pouvoir, ou plutôt ce pouvoir de ne pas, est si banal et si attendu qu'il invite à dépasser l'indignation et la réprobation qu'il suscite et à articuler, dans une réflexion de second degré, quelques soupçons susceptibles de démasquer les faiblesses secrètes de ce pouvoir promettre. Le soupçon qu'il y aurait un piège tenant à la constance dans le maintien de soi fait corps avec l'examen moral de la promesse. Comme l'atteste l'éloge ambigu que Nietzsche s'emploie à retourner subtilement en dénonciation au début de la deuxième dissertation de la généalogie de la morale. Élever un animal qui puisse promettre, n'est-ce pas là cette tâche primordiale que la nature s'est donnée à propos de l'homme ? N'est-ce pas là le problème véritable de l'homme ? Mais si l'acte de promettre définit ce qu'il y a de plus humain en l'homme,
tout soupçon à son égard ne peut engendrer que des effets ravageurs, à l'échelle de la condition morale de l'homme dans son ensemble. Le soupçon nietzschéen pointe, dès l'évocation de la force encore plus profondément enracinée dans la vie, à savoir la force d'oublier, dont le pouvoir promettre vient compenser les effets. Un jeu de force inquiétant se met en place. À l'oubli, gage d'une santé robuste, s'oppose une faculté contraire, la mémoire, à l'aide de laquelle, dans des cas déterminés, l'oubli est suspendu, à savoir dans les cas où il s'agit de promettre. Nietzsche pousse plus loin la pointe de son stylet. N'est-ce pas cette mémoire de la volonté, cette volonté qui persiste à vouloir ce qu'elle a une fois voulu, qui rend l'homme calculable, régulier, nécessaire, y compris dans la représentation qu'il se fait de lui-même, afin de pouvoir finalement, comme le fait quelqu'un qui promet, répondre de lui-même comme avenir. Chez Nietzsche, l'apparent éloge initial de la promesse perd toute ambiguïté une fois que se découvre le panorama entier des horreurs morales, la faute, la mauvaise conscience et ce qui leur ressemble. Comme d'autres propos de Nietzsche, celui-ci est à prendre comme un avertissement et une mise en garde. La sorte de maîtrise de soi que la gloire de l'ipséité semble proclamer se révèle être aussi un leurre, qui risque de conférer à la promesse une prétention excessive à la maîtrise du sens. C'est pourquoi il est urgent de rechercher dans l'exercice de la promesse les raisons d'une limitation interne, qui mettrait la reconnaissance de soi-même sur le chemin de la reconnaissance mutuelle. Je propose d'un trait rapide quelques remèdes à cette pathologie secrète du pouvoir promettre. D'abord, s'exercer à ne pas présumer de son pouvoir, à ne pas promettre trop. C'est dans sa propre vie et dans son identité narrative que l'homme de la promesse peut trouver les conseils qui le mettraient sous la garde de l'adage grec « rien de trop ». Ensuite, se souvenant de Gabriel Marcel et de son plaidoyer pour la fidélité créatrice, mettre le plus de distance possible entre le maintien de soi et la constance d'une volonté obstinée, au prix d'une patience bienveillante à l'égard des autres et de soi-même. Mais surtout, renverser l'ordre de priorité entre celui qui promet et son bénéficiaire. D'abord, un autre compte sur moi et sur la fidélité à ma parole, et je réponds à son attente. Je renoue ici avec mes remarques sur le rapport de la responsabilité aux fragiles en général, en tant que confié à ma garde. Enfin, resterait à replacer les promesses dont je suis l'auteur dans la mouvance des promesses dont j'ai été et suis encore le bénéficiaire. Il ne s'agit pas seulement de ces promesses fondatrices dont la promesse faite à Abraham constitue le paradigme, mais de cette suite de promesses dans lesquelles des cultures entières et des époques particulières ont projeté leurs ambitions et leurs rêves. Promesses dont beaucoup sont des promesses non tenues. De celles-là aussi, je suis le continuateur endetté. C'était Ricoeur, Parcours de la reconnaissance. 2004. La philo dans le texte, une production Je discute, à retrouver tous les jours sur votre plateforme de podcast préférée. C'est bien. Si certains d'entre vous ont envie de se servir de ce podcast pour animer des ateliers philo, que ce soit au collège, au lycée, en médiathèque, dans des cafés, des salons, des centres sociaux, culturels ou dans plein d'autres endroits, vous trouverez tous nos conseils dans le lien en description. Et si vous avez des questions, des suggestions, des remarques sur ce merveilleux podcast, n'hésitez pas à m'écrire à paola@jeu-discute.fr. À bientôt.